On va pas se mentir, Cameron aurait été admirable s'il s'était contenté de son premier film Avatar, car là, il ne reste que ceux qui tentaient de faire se reproduire les fourmis en frottant deux d'entre elles avec des bâtons pour trouver que le 2 ou le 3 ont le moindre intérêt. Sans caricaturer, on peut dire du 2 et du 3 que c'est les méchants humains qui viennent voler la planète des gentils aliens, mais les Na'vi sont désunis, alors ils perdent, puis ils comprennent qu'il faut s'allier et faire appel à Eywa, alors ils gagnent. Avatar 3, c'est un film dont vous lisez le synopsis, et puis vous vous dites « Hein ? Il a vraiment fait ça ?» Parce que oui, après le naufrage qualitatif, qui était l'abominable Avatar la voix de l'eau, il me semble que nous étions tous en droit d'attendre un scénario moins dissolu et moins proche d'un copier-coller, surtout qu'il faut quand même se le coltiner 3 heures d'affilée. Des heures durant lesquelles vous serez hanté par votre choix d'avoir déboursé presque 20 € afin d'aller le voir dans les salles obscures. Enfin, si vous voulez, ce qui est délicieux avec ce film, c'est que vous pouvez le résumer en faisant l'inventaire de la fonction scénaristique de ces personnages, et c'est comme si vous l'aviez déjà vu. Quaritch et Spider sont les éléments perturbateurs, Kiri, qui est en fait Eywa, est invariablement le Deus Ex Machina qui sauve ce qui est supposé être le camp du bien, Jake lui sert de point de vue principal du film, et le racisme de Neytiri vient priver Spider de toute surveillance ou protection afin de lui permettre d'aller faire avancer l'histoire en se faisant capturer à répétition. Puis le reste se résume à un bruit de fond insipide dont Cameron se souvient parfois et dont on remarquera plus ou moins la grossièreté des finitions selon les finesses de lecture de chacun. Vu ma dose de sel, vous devinerez sans peine l'étendue de ma joie en voyant qu'Avatar 3 se situe à environ 1,2 ou 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui fait qu'avec des estimations réalistes, il devrait terminer sa course vers les 1,6-1,8 milliards de dollars. Et s'il est certes difficile de parler d'échec absolu, la dégringolade n'en est pas moins certaine en prenant en compte le budget pharaonique du bousin qui avoisine les 400 milliards de dollars selon Variety, Cine News et La Dépêche. Sauf qu'attention, comme d'habitude, les soi-disant médias oublient de mentionner le budget publicitaire qui tournerait entre 100 et 150 millions de dollars. Forcément, le petit monde du cinéma a intérêt à ce que les mastodontes comme Avatar tournent bien ou, à minima, ont intérêt à convaincre autant de monde que possible de la bonne santé du cinéma en général afin d'attirer les investisseurs. Ça explique pourquoi il est extrêmement complexe de trouver une somme réellement précise du budget d'un film. En tout cas, voilà, dans les estimations hautes, le film doit tourner autour de 600-700 millions de budget total, et en leur faisant confiance autour de 500-600 millions de dollars. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, Avatar 3 a déjà atteint son seuil de rentabilité, qui se situe autour d'1,2 milliard de dollars pour la fourchette de budget basse, et 1,4 pour la fourchette de budget haute. Bon, ensuite, pour l'anecdote culture générale, il se trouve que, à l'instar des Meta-Kaina d'Avatar, pour de nombreux peuples autochtones, les baleines avaient une grande importance culturelle, spirituelle ou économique. Les Macas, par exemple, originaires des États-Unis et situés dans l'actuel Washington, considèrent la baleine comme étant un pilier spirituel et identitaire majeur. Chez eux, la chasse à la baleine était entourée de rituels, de chants, de danses, de cérémonies sacrées, et plus trivialement, elle figurait avec les phoques et les saumons parmi les 3 sources principales de ressources de ces tribus. Son importance était telle qu'ils ont même inscrit explicitement leur droit de chasser la baleine dans le traité de Neah Bay, datant de 1855. Les Inuits et les Yupik, situés dans l'Arctique, chez eux aussi la baleine est essentielle à leur subsistance. Elle fournit nourriture, huile, outils, vêtements. Chez eux aussi, la chasse s'accompagne de pratiques spirituelles, de règles de respect envers l'animal. Ensuite, pour citer les Maoris, parmi encore plein d'autres exemples, je vais pas tous vous les faire, les baleines chez les Maoris sont des taonga, des trésors sacrés tangibles ou intangibles, et des êtres ancestraux. Certaines légendes racontent que des baleines ont guidé les ancêtres
Polynésiens lors de leur voyage. En l'occurrence, cette importance de la baleine dans la culture maori perdure au point où, en 2024, le roi des Maoris, Tueta Putato Te Wero, oui, enchanté, a appelé à la reconnaissance d'un droit à vivre dans un environnement sain au profit des baleines. Et donc, chez les cultures primitives, chez les cultures autochtones, on retrouve assez uniformément une vénération de la baleine et un ensemble de rituels qui entourent sa chasse, sa mise à mort. Ça me permet d'ailleurs de faire la critique de la métaphysique, de la philosophie globale qui transpire à grosses gouttes très voyantes de la franchise Avatar. Je vais pas vous mentir, c'est surtout parce que j'ai pas du tout le courage de broder sur le vide intersidéral qu'est le scénario de ce film. J'ai gribouillé quelques instants dessus, à me triturer les méninges avant de me dire que non, finalement je vais pas vous vendre du vent en bouteille. Au lieu de ça, je vais me contenter du passage qui, à mon sens, est capital dans le film pour comprendre ce que Cameron a voulu nous dire. Et c'est le choix de Cameron de faire de la transformation de Spider le sujet central. En soi, il aurait pu se cantonner à la guerre sur les ressources pour les minerais, pour les baleines magiques, en somme sur un espèce de mélange d'intrigues politiques et économiques assez grossières, mais non, il a choisi spécifiquement de traiter de la transformation de Spider par les pouvoirs de la nature, probablement dans une espèce de tentative de promotion d'un mélange hétéroclite très brouillon, très bordélique il faut le dire, de promotion du transhumanisme, de vénération des cultures archaïques païennes, et d'une sorte de haine de l'humanité sous-jacente. Il sous-entend probablement que l'humanité dans le réel doit faire appel à un mélange de modification de sa nature profonde, de sa biologie à l'aide de la technologie, et d'un retour à une culture primitive et archaïque, respectueuse de l'environnement, de la planète, et tout le tintouin. Le tout est fondé sur le naturalisme, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines qui considèrent que la nature est un principe dénué d'intervention divine, idéale, ou d'intervention extérieure à elle-même, et qui fait donc de cette même nature le principe qui régit toute chose. En soi, au lieu de l'appeler Dieu, il l'appelle nature, une sorte de refus un peu adolescent des monothéismes en surface, tout en étant au fond une religion qui cache mal le besoin de ses adeptes de ne pas totalement sombrer dans le nihilisme, une doctrine de pensée avec laquelle vous devenez rapidement un client de choix pour les distributeurs d'antidépresseurs ou les vendeurs de cordes et de tabourets. Que vous l'appeliez Dieu ou nature, le résultat n'est pas vraiment éloigné. Dans les deux cas, une force supérieure, extérieure à l'humanité, impose ses lois. C'est plus dans, est-ce qu'il y a un après-monde, toutes ces choses-là où il y a une vraie différence. Sauf que comme souvent dans les grosses productions, l'ensemble des investisseurs, ils ont pas vraiment envie d'avoir un film trop ouvertement idéologue qui ferait fuir le grand public, qui froisserait les pays du Moyen-Orient ou d'Asie. Et donc, même si Cameron vous tartine son message de « les humains ils sont pas gentils, il faut sauver la planète, alors la seule rédemption possible pour l'humanité, c'est un retour à une culture proche de celle des Na'vi », mais pour autant, il est pas foutu de vous donner une solution concrète et réaliste en dehors d'un retour aux sociétés primitives, une solution qu'il s'empressera de vous prescrire sans se l'appliquer à lui-même, puisque c'est un peu comme ceux qui hurlent sur les riches. Le jour où ils doivent payer de gros impôts bien salés, ils font appel à l'optimisation fiscale dans la seconde qui suit. Si vous voulez, dans le principe, tout le monde aimerait préserver l'habitat dans lequel nous vivons en tant qu'humains. Et les solutions nécessitent des sacrifices très importants sur notre confort moderne, et donc personne ne s'y met réellement. Enfin, comme il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce film très vide, qui n'a de sens en définitive qu'avec son emballage assez charmant, ses belles couleurs, je dois dire que là, pour être plus terre à terre, pour être plus dans la complainte, être créateur de contenu, c'est vraiment pas drôle, je dois le dire. Parce que vous êtes là, vous voyez que les chaînes qui font du rage bait politisé, de la provocation du niveau de Nabila, ils se font des millions
Les propagandistes de bas étage, c'est pareil. Les relais de la pensée dominante, c'est la même chose. Mais de votre côté, vous qui êtes quand même adepte d'un minimum de modération, à part perdre du temps et de l'argent, vous ne récoltez rien. Comme a dit un très grand philosophe, pas très âgé, je n'espérais rien et je suis quand même déçu. Déçu de l'invariable victoire du sensationnalisme, de la vulgarité sur ceux qui font preuve d'un minimum de modération. Tout ça ne va pas soigner mon cynisme.